Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 29 juin 2021, au sommaire ce soir. Le derby tant attendu France-Suisse en 8e de finale de l'Euro 2020 a tenu toutes ses promesses ce lundi soir. Après un match au scénario complètement fou, ce sont finalement nos voisins helvètes qui se sont qualifiés au terme d'une séance de tir au but pleine de tension. Lucas Ruch et Marine Schneider ont suivi la rencontre depuis Saint-Gingolph, commune binationale située à la frontière. Et puis un focus sur Cocotte Magazine, ce bimestriel numérique fondé en 2020 et destiné aux mamans est désormais disponible en kiosque depuis aujourd'hui, mardi 29 juin. Nous avons assisté aux derniers préparatifs au sein de la rédaction à Moutier, en Savoie. Je vous lisais en titre, le 8e de finale de l'Euro 2020 entre la France et la Suisse a tenu en haleine nos deux pays ce lundi soir au terme d'un match très spectaculaire qui s'est achevé sur le score de 3 buts partout. Tout s'est joué au tir au but et à ce petit jeu, ce sont nos voisins suisses qui se sont imposés. La France championne du monde en titre est donc éliminée. Récit d'une soirée mémorable par Lucas Ruch et Marine Schneider depuis Saint-Gingolph, une commune binationale située à la frontière où l'ambiance était au rendez-vous. Match nul, prolongation et penalty. Pour la Suisse. Ce supporter helvète est loin de se douter que son pronostic se confirmera 2 heures plus tard. Dans le village franco-suisse de Saint-Gingolph, au bord du lac Léman, c'est la pleine effervescence. Le club de foot de la commune organise une retransmission du match pour ses habitants. Supporters suisses et français se confondent dans une ambiance bon enfant. Pour nous, tout au long de l'année, il n'y a pas de frontières à Saint-Gingolph. Toutes les associations marchent dans la main entre Suisses et Français. Mais ce soir, c'est une soirée spéciale. Les Français sont bien Français et les Suisses sont bien Suisses. On a été très nombreux vraiment à croiser les doigts pour avoir un match France-Suisse, à regarder les scores des derniers matchs pour être sûr d'en avoir un. On était tellement heureux. Et voilà, c'est un moment où on se retrouve tous ensemble et puis où on se taquine un peu plus que d'habitude sur nos pays. Et comme tout un symbole, c'est l'outsider suisse qui ouvre le score. Mais pas de quoi décourager les habitants français de ce drôle de village. Je préfère que ce soit les Français qui gagnent. Mais si les Suisses y gagnent, j'ai pas perdu. En deuxième mi-temps, les joueurs tricolores repartent avec de bien meilleures intentions en enchaînant les occasions pour mener 3-1. L'ambiance change de camp dans la salle des fêtes de Saint-Gingolph. On est heureux. Yes, on a gagné les Suisses. Là, c'est fait. Putain. On gagne, c'est sûr, là. Là, on va gagner, on est sûr, on est confiant, là. Heureux. Allez, la France. Ah, c'est ce qu'on voulait, nous, on veut continuer à fêter nos bleus. Oui. Héroïque, les Suisses arrachent pourtant la prolongation puis les tirs au but. Le public helvète peut exulter. Ah, c'est complètement fou. Finalement, c'est le meilleur scénario pour notre village parce que tout le monde est content, tout le monde a le sourire et c'est une ambiance juste incroyable. C'est clair, il y a de tels rebondissements, on n'a jamais vu ça dans un match France-Suisse. Et pour nous, c'est hyper fort, quoi. Après, c'est vrai que la Suisse s'est bien battue, mais je voudrais quand même que la France passe, vraiment. Bah non, il faut que la Suisse passe, bien sûr, mais on verra à la fin. Tout est encore possible maintenant. Et c'est finalement la Nati qui s'impose au bout du suspense. Saint-Gingolph est en ébullition, les supporters helvètes et français n'en reviennent pas d'un tel résultat. Match nul, prolongation, penalty, on gagne. Et voilà. Mais non, on a battu la France. On est ravis, ils nous ont rendus fiers. On est ravis. On pensait jamais que la Suisse allait gagner. Voilà, le résultat, il est fait. C'est incroyable. Franchement, vive la Suisse, c'est beau ici. C'est trop magnifique. On a battu les champions du monde, vous vous rendez compte? La fête s'est poursuivie jusqu'au bout de la nuit à Saint-Gingolph, dans un esprit de fraternité, unissant les deux pays. Voilà pour ces images qui font un bien fou. Allez, un mot sur la Covid-19. Près de 380 000 personnes ont reçu une première dose en Haute-Savoie et plus de 200 000 sont complètement vaccinées. La campagne se poursuit dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus. 3 centres de vaccination au Savoyard vont fermer fin juillet, mais cela n'empêchera pas d'atteindre les objectifs de couverture vaccinale fixés par l'État. 49 personnes sont par ailleurs toujours hospitalisées dans le département. Les variants restent étroitement surveillés. Un cluster du variant Delta a d'ailleurs été identifié il y a quelques jours à Ballaison. Et pour faire face à la situation, un centre de vaccination installé dans la commune accueille le public sans rendez-vous. Un autre cluster vient d'être découvert aux Ouches. Nous écoutons à ce propos le préfet de Haute-Savoie au micro de Victoria Lopez. Dans une école primaire aux Ouches, donc dans 2 classes, 5 cas ont été identifiés, 2 enseignants de 2 classes différentes et 3 enfants.
Donc pour le moment, donc ils ont été isolés. Pour le moment, le résultat du test a été envoyé à Lyon, et Lyon est en train de faire le classique séquençage pour qualifier le variant exact. De toute façon, le traitement est le même, isolement des personnes, suivi médical pour s'assurer que ça ne s'aggrave pas. Et puis, une fois que les personnes seront, ce qu'on le souhaite, remises, elles pourront vaquer à nouveau à leurs occupations. La question qui se pose aujourd'hui, qui n'est pas tranchée, 2 classes différentes, est-ce qu'on ferme les 2 classes, est-ce qu'on ferme l'école, sachant que nous sommes à 1 semaine de la fin des cours, et donc on va voir dans les jours qui viennent si on refait une opération du type de celle de Ballaison, à savoir dépistage global et offre de vaccination pour ceux qui le souhaitent. Et on vient de l'apprendre, c'est officiel, la fermeture totale du groupe scolaire des Ouches jusqu'à la rentrée prochaine. Et toujours en rapport avec la Covid-19, l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes a mandaté ce mercredi 30 juin une équipe de médiateurs de lutte anti-Covid avec pour objectif de casser les chaînes de transmission du virus. Rendez-vous donc à l'espace Louis-Simon de Gaillard de 15h à 18h30. Notre série de la rédaction est consacrée cette semaine au tourisme en moyenne montagne. Après une saison estivale 2020 très réussie, marquée par une affluence inespérée, la station de Montjura s'attend encore cette année à accueillir de nombreux vacanciers, une opportunité sur laquelle les professionnels du tourisme souhaitent s'appuyer pour dynamiser la vallée de la Valzerine. Jean-Paul Crespi a rencontré certains de ces professionnels qui affichent un optimisme non dissimulé. Reportage. Avec le retrait progressif des mesures de restriction sanitaire, la saison estivale 2021 qui se dessine devrait soulager les professionnels du tourisme. Plébiscitée pour l'été 2020, la moyenne montagne devrait l'être encore cette année pour les grandes vacances qui approchent. Une destination qui offre un profil séduisant pour des vacanciers en recherche d'un séjour en plein air et des hébergements permettant une distanciation sociale naturelle. Au Mont-Jura, les professionnels du tourisme sont confiants, soucieux cependant de profiter de la hausse de 20% de la fréquentation enregistrée en 2020. On a eu beaucoup de primo-campeurs, des personnes qui étaient habituées au littoral, qui étaient habituées aux gros établissements. Et de plus en plus, ces personnes sont en recherche de petites structures indépendantes, respectueuses de l'environnement, avec des projets durables, des projets nature, à la montagne. C'est ce qu'on appelle le slow tourisme, mais je pense qu'on a réussi à gagner une nouvelle clientèle. Et l'objectif, c'est de pérenniser cette clientèle en leur montrant qu'en France, on y est bien. J'ai des gens du secteur qui sont venus découvrir le site de Mentières, qui ont fait ici du ski pendant 20 ans et puis qui finalement ils se sont rendus compte que Mentières l'été c'était tout aussi joli et tout aussi sympa. Ils n'allaient pas forcément dans ces destinations-là à cette période-là et on s'est rendu compte de ça. Les villages de Mijou et Lélec se situent en haut de la vallée de la Valserine. Le col de la Faucille, les villages de Chaiserie et Mentières ont anticipé cette saison estivale tout en restant prudents. Au col de la Faucille, l'Office du tourisme a renseigné plus de 6000 personnes l'année dernière, alors qu'elle n'avait enregistré que 600 contacts pendant la saison estivale 2019. Ce qu'on a appris depuis la crise du Covid, c'est que le tourisme était vraiment le moteur de développement du village. Ça, on le savait, mais ça a été vraiment révélateur. Et dans tout ce malheur, je pense qu'il va y avoir des réflexions qui vont amener à un développement positif de la station. Si on a eu du succès jusqu'à présent, c'est principalement parce que on trouve des bonnes choses ici, on trouve il y a du potentiel. Maintenant, pour que ça perdure dans le temps, oui, il faut constamment, pas juste maintenant, pas juste pendant une année, mais 5 ans, 10 ans, 15 ans, il faut constamment se remettre en question et se poser les bonnes questions. Est-ce que ça, c'est ce que attend le client? Est-ce qu'on est en train de les satisfaire? Est-ce qu'ils vont revenir? Même si les chiffres des réservations ne sont pas encore significatifs, l'été 2021 sera forcément meilleur que le précédent. Et en privilégiant une destination à portée de main, les vacanciers permettront aux professionnels du tourisme de la vallée de retrouver l'activité soutenue tant attendue, tout en bénéficiant d'un cadre naturel préservé. Je suis en liaison Zoom avec Denis Maire et Emmanuel Chaz. Bonsoir à tous les deux. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Très bien, bonsoir. Vous êtes respectivement vice-président d'Annemasse Agglo et habitant du futur quartier de l'Étoile à Ambilly. Denis Maire, on va commencer avec vous. Pouvez-vous nous présenter ce projet d'habitat coopératif mis en place par Annemasse Agglo? Alors, vous savez que Annemasse Agglo conduit ce qu'on appelle la ZAC Étoile, qui est un nouveau quartier
qui naît autour de la gare et du pôle d'échange multimodal d'Annemasse. Ce nouveau quartier va abriter un nombre important de logements, entre 1300 et 1500 nouveaux logements. Et on a estimé qu'il serait intéressant d'expérimenter, et notamment en termes d'habitat coopératif, sur la ZAC étoile. Alors l'habitat coopératif, il nous intéresse à plusieurs titres, parce que c'est une démarche collective qui est portée par les habitants. Ce n'est pas Annemasse Agglo qui fait, c'est les habitants. C'est une démarche qui est très ancrée sur le territoire. C'est une démarche qui est novatrice, évidemment, puisque des coopératives d'habitants, on en a relativement peu en France. Et on voit, en évaluant les difficultés qu'on a à faire émerger le projet, combien ça ne rentre pas dans les cadres habituels. Et puis, c'est des démarches qui sont anti-spéculatives aussi. Il faut dire qu'on a une très grande tension foncière et on a un problème d'habitat. Et on pense que les solutions, elles sont multiples et l'habitat coopératif pourrait en être une. Et puis également, c'est plus que ça, ce projet, c'est aussi un projet de vie, mais ça, je pense que M. Chage vous en parlera, parce que c'est leur projet et il est beaucoup plus apte à en parler que moi-même. Voilà, j'ai résumé un petit peu nos motivations à soutenir ce projet. Emmanuel Chage, donc, je le disais en début d'interview, vous êtes un habitant du futur quartier de l'Étoile à Ambilly. Qu'est-ce qui vous a séduit justement dans ce projet ? C'était essentiellement l'opportunité de créer quelque chose de différent. La mise à disposition d'un terrain au sein d'un nouveau quartier comme celui de la ZAC Étoile pour développer un type d'habitat alternatif, un type d'habitat coopératif m'a séduit, mais a séduit aussi tout un ensemble de personnes, puisque nous sommes aujourd'hui une vingtaine de personnes regroupées dans 10 foyers qui, à terme, allons construire un ensemble de 3 bâtiments et un ensemble de 20 logements coopératifs, écologiques et puis surtout inclusifs au sein de ce nouveau quartier. Donc, c'était une opportunité à ne pas rater pour pouvoir créer un habitat dans lequel nous pouvions nous-mêmes nous engager et puis mettre à l'intérieur un très haut niveau de qualité et d'implication. Denis Maire, qu'est-ce que ça va changer pour ses habitants et pour votre collectivité? Alors, en fait, ça change beaucoup de choses, puisque c'est une démarche qui est extrêmement exigeante, vous l'avez compris, pour ceux qui y participent. Et en quelque sorte, c'est des défricheurs. Alors, d'exemples d'habitat coopératif, on en a dans d'autres pays que la France. Mais donc en France, je pense que c'est un modèle qu'il faut qu'on puisse développer. Parce que ce qui change beaucoup, je pense que c'est l'approche du territoire par ses habitants. On a sur le territoire d'Annemasse Agglo un énorme problème qui n'en est pas un pour certains territoires. C'est-à-dire qu'on est attractif, on est frontalier, vous le savez, et on a une part importante de notre population qui n'a pas d'ancrage au territoire, qui est nouvelle, et on a besoin de construire une nouvelle manière d'habiter le territoire, une nouvelle manière de citoyenneté. Et c'est en partie une solution que de donner le pilotage en quelque sorte de la construction de ce bâtiment, mais pourquoi pas demain construire des quartiers coopératifs, pourquoi pas demain aller plus loin, parce que ce genre de démarche prend en compte également une démarche qui est très inclusive, c'est-à-dire que voilà, il y a tous les niveaux de revenus qui sont acceptés à l'intérieur de ce projet, et c'est les habitants eux-mêmes qui raisonnent cette inclusivité et qui, en quelque sorte, raisonnent le cadre de cette mixité sociale à l'intérieur de leur habitat. Emmanuel vous a parlé de la question de l'approche développement durable, écologique en quelque sorte, et là aussi, c'est les habitants eux-mêmes qui sont dans une démarche extrêmement exigeante pour cocher toutes les cases de l'habitat développement durable, on va dire, pour résumer. Emmanuel Chage, une dernière question. On a le sentiment que ce type d'accès à la propriété est en train de se démocratiser de plus en plus. C'est également votre sentiment, votre impression ?
Oui, tout à fait. Là, on a un grand nombre aujourd'hui de projets coopératifs qui émergent sur le territoire. Il y en a même plusieurs au sein de l'agglomération d'Annemasse. Ça répond à un besoin pour chacun de pouvoir s'impliquer dans son habitat. Ce sont des projets citoyens, ce sont des projets humains, ce sont aussi des projets écologiques. Et puis, c'est vraiment une manière pour les habitants de s'impliquer dans leur logement, dans leur projet de vie, mais aussi sur leur territoire. Et je pense que ce sont des projets qui sont amenés à se développer. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Connaissez-vous les tortues de Floride? Elles sont réputées invasives et souvent relâchées par leurs propriétaires en pleine nature, ce qui bouleverse l'environnement des espèces de la région. Pour remédier à cette problématique, le Conservatoire d'espaces naturels de Savoie souhaite réintroduire pleinement la cistude, la tortue locale. Cette démarche s'accompagne également d'une sensibilisation à la préservation des abords naturels du lac du Bourget. Les précisions de Lucas Ruche. Reconnaissable par sa bande rouge au niveau des tempes, la tortue de Floride est aujourd'hui une espèce qualifiée d'invasive. Interdite à la vente depuis quelques années, sa prolifération pose problème à l'écosystème. Le Conservatoire d'espaces naturels de Savoie recueille ainsi les tortues de Floride des environs pour en réguler l'espèce. Passionné par l'animal, ce couple est venu se séparer de 2 d'entre elles. Elles sont devenues un petit peu trop grosses pour qu'on puisse s'en occuper, et puis on est au courant que la tortue française est menacée par justement trop de tortues de Floride, donc on ne va pas les relâcher dans la nature. Le but de cette opération est de réintroduire la cistude, une tortue endémique d'Europe. Visible dans ce bassin d'acclimatation au bord du lac du Bourget, la réintroduction de la cistude prend du temps. Plus petite que sa voisine américaine, la tortue locale est aussi plus craintive. Ça fait des années qu'il y a ce face-à-face entre la tortue de Floride, donc qui elle vient de Floride comme son nom l'indique, et la cistude d'Europe, qui elle est la tortue locale qu'on a réintroduite. Donc en fait on met un peu l'accent là-dessus parce que la tortue de Floride, qui a été relâchée depuis des années, elle se reproduit maintenant. Donc le souci, c'est qu'il continue à y en avoir de plus en plus. Alors en fait, ces 2 espèces ont quasiment le même mode de vie, elles vont se concurrencer. Sauf que la tortue de Floride est un petit peu plus costaud, elle est plus grosse, elle se reproduit plus tôt, plus longtemps. Et elle va un peu prendre le dessus sur les zones d'alimentation, sur l'alimentation elle-même. Donc elle va juste pousser un petit peu la cistude en dehors de son milieu de vie. Les tortues de Floride récupérées seront quant à elles relâchées au parc de la Tête d'Or de Lyon. Parlons de consoeurs de la presse écrite pour aller jusqu'à la fin de ce journal avec une nouvelle étape pour Cocotte Magazine. Créé en août 2020 à Moutier en Savoie, ce magazine numérique bimestriel destiné aux mamans sort désormais en kiosque à partir d'aujourd'hui, 29 juin. Son credo, allier féminité et parentalité. Colline Emerio et Maureen Alibert se sont invités dans l'univers de la rédaction à quelques jours du lancement en plein préparatif. Reportage. Attendu depuis plusieurs jours, ce carton contient 300 exemplaires du dernier numéro de Cocotte. Merci bien. Un soulagement pour les 3 fondatrices du magazine qui découvrent enfin sa version finale. Et pour cause, dans quelques jours, il s'invite en kiosque à 55 000 exemplaires. Et à cette occasion, c'est Aurélie qui en fait la couverture. Je pense qu'on a aussi voulu appuyer le fait qu'on est un magazine qui s'adresse à aux mamans en premier lieu, mais à toutes les femmes. Et on veut que ces femmes se reconnaissent dans nos couvertures. Donc effectivement, on ne fait pas appel à des mannequins, on ne fait pas appel à des modèles, on fait appel à des femmes de tous les jours. Et là, cette fois, cette femme de tous les jours, c'était moi. Nous, on parle de ce qu'on vit au quotidien. On est 3 mamans. On parle un peu de, de nos conversations à nous de tous les jours, en fait, quoi, des problèmes qu'on rencontre avec nos enfants, pour nous-mêmes, notre santé, ce qu'on a envie d'acheter, où est-ce qu'on a envie de partir en vacances, ce qu'on va faire à manger, tout. Depuis 1 an, les 3 associées réalisent à elles seules l'intégralité du magazine. Voilà, en santé, il y a aussi la vue chez les enfants, c'est une double page qui est quand même assez remplie. La thyroïde, pareil, on est sur 3 pages. On approfondit quand même vraiment les sujets qu'on traite. Alors, pour célébrer ce 6e numéro, elles organisent une soirée de lancement à Lille où se trouve une grande partie de leurs lectrices. Pour annoncer la sortie en kiosque, elles ont fait appel à leur photographe pour une séance photo aux couleurs du dernier magazine qui attire une lectrice et fidèle supportrice depuis le début de l'aventure. J'ai décidé de les aider, de contribuer un petit peu à leur projet, en espérant que leur projet allait naître. Et puis je me sentais effectivement un petit peu... moi j'étais un peu séduite par l'idée parce que c'était quand même assez courageux de faire ça à l'époque où elles l'ont fait. Et puis étant maman moi-même, mais pas vraiment dans le créneau, je pense dans la cible qu'elle cherche,
je me suis dit que ça pouvait être sympa, que je pourrais transmettre des idées ou qu'il y aurait sûrement des choses qui me plairaient. Et voilà, c'est comme ça que j'ai donné et que je suis très heureuse de lire le magazine chaque fois qu'il vient dans ma boîte aux lettres. Prochain objectif pour les 3 associés, vivre uniquement grâce à Cocotte d'ici le printemps 2022. C'est une mesure qui avait fait l'objet d'un début de polémique. La loi Engagement et Proximité, promulguée en décembre 2019, avait rendu obligatoire le remboursement par les communes des frais de garde d'enfants engagés par les élus municipaux lors de certaines réunions liées à l'exercice de leur mandat. Un remboursement qui ne peut dépasser le montant du SMIC horaire. Ce lundi soir, lors du conseil municipal à Annecy, le maire, les maires adjoints et les maires délégués se sont engagés à ne pas bénéficier de ce remboursement, estimant que leurs indemnités sont dans tout autre ordre que dans les petites communes. Par conséquent, seuls les conseillers délégués et municipaux pourront solliciter ou non cette aide. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Après la météo de Thierry Paul, me place à une rediffusion de votre émission Panorama consacrée à la médiation animale et c'est présenté par Marine Schneider. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. On se quitte avec quelques images des rendez-vous en refuge, un cycle de 4 conférences portant sur le changement climatique en montagne. Pendant 3 jours, guides, conférenciers et médias ont investi quelques-uns des refuges les plus célèbres du massif du Mont-Blanc. Une opération organisée par la Compagnie des guides de Chamonix qui fête cette année ses 200 ans. Un rendez-vous suivi par nos équipes. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'intégralité de ces conférences sur nos réseaux sociaux. La conférence Euroquin est prévue ce mardi 29 juin à 21h. Vous retrouverez la conférence au Cosmique le mercredi 30 juin à 19h. Et enfin, la conférence Les Gaillants sera diffusée en 2 fois, le jeudi 1er juillet à 19h pour la première partie et le vendredi 2 juillet à 21h pour la deuxième partie.